l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la position de l'Occident est claire et univoque. Il soutient militairement et financièrement le gouvernement de Zelensky et il condamne fermement la Russie. De fait, il lui impose des sanctions économiques particulièrement agressives, de l'interdiction pour les navires et les avions russes d'utiliser les ports et les aéroports occidentaux à la suspension de nombreuses banques russes du système bancaire SWIFT. On l'avait déjà vu dans d'autres vidéos, les sanctions imposées à la Russie sont d'une ampleur encore jamais vue à ce jour. Et le succès, il est au rendez-vous. Le gouvernement ukrainien résiste à l'agression russe et a même réussi, du moins pendant un temps, à inverser le rapport de force grâce aux livraisons d'armes occidentales. Où en est-on aujourd'hui avec les sanctions commerciales? Quel impact ont-elles eu sur la Russie? Est-ce qu'elles ont affaibli l'économie russe? En gros, ces sanctions commerciales, elles sont un succès ou un échec? Initialement, l'objectif c'était que l'économie russe s'effondre, mais fin 2022, on est loin du compte. La Russie est entrée en récession, mais seulement de 2,5%. Les recettes publiques n'ont même pas été impactées. Pire, en 2022, les revenus issus des exportations d'hydrocarbures ont continué d'augmenter et ce, malgré les sanctions. Les revenus de la Russie provenant des ventes de pétrole et de gaz ont augmenté de près d'un tiers au cours de l'année. En volume, les exportations de gaz ont chuté, mais en valeur, la Russie a exporté plus de pétrole et de gaz naturel liquéfié que les années précédentes. Forcément, c'est mécanique. La baisse de la production a entraîné une hausse des prix. En fait, la Russie s'est même enrichie. Aujourd'hui, elle réinjecte les fonds dans la guerre en Ukraine. En tout cas, c'est ce que les chiffres semblent indiquer. On regarde par exemple la balance courante de la Russie en 2022. C'est la somme des échanges de biens, de services et des investissements avec l'étranger, flux entrants et sortants confondus. La balance courante est positive de près de 250 milliards de dollars. C'est bien plus que l'année dernière. En quelques mois seulement, la Russie a réussi à compenser près de 2 tiers de toutes ses réserves de change gelées par le G7. 28 février 2022, le G7 a gelé tous les avoirs des réserves de la Russie dans ces pays. La question énergétique et la décision de Poutine d'envahir l'Ukraine vont main dans la main. Le Kremlin avait anticipé une réaction modérée de l'Europe, très dépendante aux hydrocarbures de Russie. C'était d'ailleurs déjà le cas en 2014 lors de l'annexion de la Crimée. En plus, l'idée même d'un conflit armé peut faire flamber les prix de l'énergie. La guerre est carrément capable de s'auto-financer. C'est plus ou moins ce qui s'est passé dans le cas de la Russie. Alors, comment se porte réellement l'économie russe? Quelles sont ses perspectives d'avenir? Est-ce qu'elle est vraiment à l'abri des sanctions occidentales? On reprend depuis le début. Les caisses de l'État, vides ou pleines? Déjà, on parle de la Russie qui n'est pas franchement le pays le plus transparent du monde. En 2022, le Kremlin a même censuré les statistiques directement liées aux réserves de devises étrangères, aux échanges commerciaux et à sa production. Même l'accès aux rapports financiers des banques privées a été restreint. En général, les États ne publient pas de chiffres officiels s'ils ne sont pas avantageux. Et c'est encore plus vrai dans les régimes autoritaires comme ceux de Xi Jinping et de Poutine. En plus du fait de contrôle strict de capitaux, le rouble ne reflète pas vraiment sa valeur marchande. Sauf que pour évaluer l'état réel d'une économie, il faut un taux de change. Sinon, la valeur internationale du PIB et du pouvoir d'achat sont biaisées. Et même si elle est très inégale en matière de niveau technologique, la production militaire russe participe aussi au PIB. Par exemple, la production d'obus et de missiles est prise en compte dans le calcul du PIB. C'est vache parce que ces missiles, ils contribuent pas vraiment à la richesse nationale. Ils n'ont d'utilité que la destruction de cibles ennemies. Et pas forcément militaires, les civils aussi sont visés. En plus, ces derniers mois, les dépenses militaires russes ont énormément augmenté, boostant artificiellement la croissance du PIB. Pourtant, le pays ne se porte pas aussi bien qu'on pourrait le penser. D'abord parce qu'il est en déclin depuis des années. Avec 143 millions d'habitants, son PIB est équivalent à celui de l'Italie et ses exportations à celles de la Belgique. Pas brillant vu tout le pétrole, le gaz et les autres ressources naturelles à sa disposition. En plus, sa population baisse depuis la chute de l'Union soviétique. Le pays est en crise depuis des années et sur cette dernière décennie, le niveau de vie n'a fait que régresser. Les sanctions occidentales ont accéléré ces tendances. Les données du FMI et de la Banque mondiale sont claires. L'économie russe devrait se contracter de 5 à 8% dans les 2 ans qui suivront l'invasion de l'Ukraine. Ça colle à peu près avec les estimations du Kremlin. L'année dernière, avant le début de l'invasion, l'économie russe était censée croître de 3%. Donc déjà, les dommages causés par les sanctions sont bien plus importants que les autorités russes ne veulent l'admettre. On pourrait même tabler sur une régression de 8 à 12% dans les 2 prochaines années. Et ce, malgré les revenus records du fait de la hausse exceptionnelle des prix de l'énergie.
Faut garder à l'esprit les 3 principaux objectifs de ces sanctions. Le premier, c'est la restriction de la capacité de production de la Russie sur le long terme pour limiter ses revenus et la mettre en difficulté. Le deuxième objectif, c'est d'entraver l'effort de guerre et nuire à l'industrie de l'armement, en l'empêchant par exemple de se fournir en armes dernier cri. Le troisième objectif, c'est de couper les liens de dépendance énergétique et financière entre la Russie et l'Occident, notamment avec l'Europe. Si on dresse le bilan, ces 3 objectifs sont largement atteints. Sur le plan économique, les sanctions occidentales impactent directement le quotidien de la population civile. On parlera dans une vidéo qui arrivera bientôt des conséquences de la guerre et des sanctions sur le commerce intérieur, l'industrie, la fuite des talents et même sur la politique monétaire de la Banque centrale russe. Donc n'oubliez pas de vous abonner et de liker et de laisser un commentaire pour pas louper les prochaines vidéos et pour nous aider dans le référencement. À l'heure actuelle, les USA estiment que le coût des sanctions pour l'économie russe devrait s'élever à au moins 20% de son PIB d'ici 2030. Un sacré fardeau pour un pays déjà en déclin. L'écart entre la Russie et l'Occident devrait encore se creuser. Donc, premier objectif clairement atteint. Du point de vue militaire, les Russes perdent des contrats partout dans le monde et leur capacité de production d'équipements modernes a pris un coup. Pas étonnant qu'on tombe sur des nouvelles comme celle-ci. Les Ukrainiens trouvent du matériel militaire russe, plein de semi-conducteurs qu'ils ont sortis des lave-vaisselle et des réfrigérateurs. Gina Raimondo, secrétaire états-unienne au commerce. L'Indonésie achète des avions de combat états-uniens et français pour 22 milliards de dollars. Le Su-35 russe a perdu la partie. Le revirement de l'Indonésie d'un accord avec la Russie à des nouveaux accords avec les États-Unis et la France met en évidence la puissance des sanctions états-uniennes. Pareil, deuxième objectif atteint. Et pour le troisième objectif, autant pour le pétrole que pour le gaz, la rupture énergétique entre l'Europe et la Russie est déjà actée. Borrell annonce que le UE a surmonté sa dépendance énergétique vis-à-vis de la Russie. Les sanctions internationales n'ont pas réussi à faire cesser la guerre en Ukraine ni à provoquer l'effondrement de l'économie russe, mais elles sont loin d'avoir été inutiles. Si on regarde ce graphique et qu'on y ajoute la fuite des cerveaux et des capitaux, le départ des entreprises et l'isolement de la Russie sur la scène internationale, les choses vont mal. Et le pire reste sans doute à venir. Avec des recettes pétrolières et gazières astronomiques dans l'ensemble, les recettes budgétaires n'ont augmenté que de 10% et les dépenses de plus de 20%. Ça indique que la situation des finances publiques se détériore et pourrait devenir critique en 2023. Nikolai Korjavanski, économiste, fondateur des Sberindex. En 2022, la Russie a enregistré des revenus records grâce à la vente d'hydrocarbures. Pourtant, les comptes publics sont passés au rouge, à tel point que le gouvernement a commencé à supprimer des postes de dépenses considérés jusqu'à récemment comme stratégiques. Par exemple, en 2019, ils avaient prévu d'investir 56 milliards 800 millions de roubles dans l'intelligence artificielle d'ici 2024. Mais aujourd'hui, le budget a baissé à 24 milliards 600 millions avec un étalement jusqu'en 2030. Qu'est-ce qu'il adviendrait de la Russie si elle perdait sa manne pétrolière et gazière? Et c'est justement ce sur quoi planche l'Occident. Une apocalypse énergétique pour la Russie. La Russie est totalement dépendante de ses revenus énergétiques. Avant la guerre, le secteur générait près de 45% de toutes les recettes publiques. C'est aussi par ce biais que le pays se fournissait en devises étrangères cruciales pour ses besoins d'importation. L'Europe représentait environ 60% de ses exportations. Les US aussi étaient un gros acheteur. Sauf qu'aujourd'hui, les sanctions ont chamboulé le marché. Au cours des derniers mois, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Union européenne et d'autres alliés de l'Ukraine ont interdit ou du moins restreint leur importation de pétrole et de gaz en provenance de Russie. Mais la mesure la plus importante date du 5 décembre 2022, date à laquelle est entré en vigueur le plafonnement des prix du pétrole russe, histoire de frapper la Russie là où ça fait mal. Les alliés de l'Ukraine sont en train ou ont déjà arrêté d'acheter du pétrole russe. Et le plafonnement du prix du pétrole russe interdit à toute entreprise occidentale qui commerce du pétrole russe ou ses dérivés d'acheter au-dessus du prix plafond. Pour l'instant, il est fixé à 60 $ le baril. Et même les services en lien avec le pétrole russe sont concernés. Transport, assurance, prêt et j'en passe. Début février, la mesure sera étendue aux produits raffinés, c'est-à-dire diesel et essence. Comment ça marche? L'interdiction du pétrole russe par la UE et les plafonnements des prix du pétrole sont enfin entrés en vigueur et l'impact est aussi important que prévu. Lauri Miljivirta, analyste senior CREA. Le fait que les pays occidentaux aient cessé d'acheter du pétrole et du gaz a poussé la Russie à se tourner en désespoir de cause vers d'autres marchés comme celui de la Chine ou de l'Inde. On y a d'ailleurs consacré une vidéo que vous pouvez consulter ici.
Le problème, c'est qu'exporter du pétrole et du gaz dans ces pays coûte plus cher que d'approvisionner l'Europe, vers laquelle les infrastructures d'acheminement de pétrole existent déjà. Sans oublier que la Chine et l'Inde risquent aussi d'être touchés par ces sanctions. Du coup, les acheteurs chinois et indiens exigent d'énormes remises. Et depuis l'entrée en vigueur du plafonnement du prix du pétrole, le brut de l'Oural, le pétrole brut de référence en Russie, se vend à environ 50 $ le baril. En plus, les achats de la Chine et de l'Inde sont loin de compenser la perte du marché européen. Selon le think tank Center for Energy and Cleaner Research basé à Helsinki, en 2023, la Russie pourrait perdre jusqu'à 280 millions de $ par jour rien qu'à cause du prix du pétrole brut et de ses dérivés. C'est énorme et pourtant la Russie perd déjà 172 millions de $ par jour. Ça représente environ 100 milliards de $ par an. Dans ce tableau du ministère russe des Finances, on voit l'évolution des recettes publiques selon différents scénarios de production et de prix. Avant, le pétrole se vendait déjà à 50 $, voire 40 $ le baril, et ça n'a pas empêché la Russie de résister. Mais aujourd'hui, il y a deux grosses différences. Déjà, par le passé, le gouvernement pouvait faire face à cette situation en réduisant ses dépenses publiques. Le problème, c'est que la guerre en Ukraine force l'État à augmenter ses dépenses, alors même que les revenus non pétroliers sont en chute libre. En plus, maintenant, à cause des sanctions, c'est beaucoup plus difficile pour la Russie d'exporter son pétrole et son gaz. En volume, les ventes internationales de Gazprom ont chuté de 46% en 2022. La Russie a réussi à compenser cette baisse grâce au prix de l'énergie plus élevé, mais si on tient compte des nouveaux prix du gaz, le trou budgétaire doit être énorme. La Russie est toujours une puissance énergétique, mais son rôle a radicalement changé. La Russie aura une plus petite part de marché dans le pétrole et le gaz, fera moins de profits et a également perdu une partie de son influence géopolitique. Vladimir Milov, ancien vice-ministre russe de l'énergie. Les sanctions occidentales n'ont peut-être pas assommé l'économie russe, mais elles ont répondu à des objectifs fondamentaux qui continueront de causer du tort à la Russie pendant des années. Sans compter que les dernières sanctions sur le pétrole russe pourraient conduire à un scénario économique bien plus compliqué pour le Kremlin. Et malgré l'évidence de l'échec de l'opération militaire spéciale en Ukraine, certaines voix appellent au retour à une planification centralisée et à plus d'implication de l'État dans les affaires économiques du pays, ce qui ne déplaît pas aux États-Unis. La Russie perd la bataille militaire, énergétique et à présent, elle pourrait bien perdre sur le plan économique. Maintenant, à toi, la Russie résiste-t-elle aux nouvelles sanctions? Est-ce que ça pourrait signer la fin de la guerre en Ukraine? Dis-nous ce que t'en penses en commentaire. Si cette vidéo t'a plu, oublie pas de la liker et de t'abonner si c'est pas déjà fait. Ciao, à la prochaine, spasiba et paka.